Le forum du studio Kalangu. 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 Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir sur ce plateau du Studio Kalangu, forum du Studio Kalangu, Bakim Batour Al-Mustafa à la présentation. Ce soir, nous allons nous intéresser à la question des élections législatives couplées à l'élection présidentielle premier tour au Niger, notamment axée sur les résultats issus de l'observation des élections présidentielles et législatives au Niger. Pour une première fois, le Niger se prépare à aller vers une alternance politique démocratique après les 2 mandats du président sortant Issoufou Mamadou. Pour la présidentielle, les dossiers étaient de 30 candidats sur les 41 qui ont été déposés. 30 ont été validés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt publié le 13 novembre 2020. La Cour constitutionnelle a aussi validé 359 des 505 listes déposées pour les législatives. Les candidats se disputeront pour les 171 sièges prévus à l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Pour les scrutins du 27 décembre dernier, il faut noter que plusieurs organisations nationales et internationales ont accompagné ce processus électoral au Niger. Il s'agit des observateurs qui se sont déployés sur l'étendue du territoire national. Ce soir, nous sommes sur ce plateau de forum du Studio Kalangu avec des observateurs du processus électoral et nous allons interroger les résultats obtenus dans leur observation en vue de savoir comment s'est passé le vote du 27 décembre dernier et quelle analyse faire du processus qui est toujours en cours. Mais quel est le rôle de ces observateurs, notamment dans le cadre des élections en cours au Niger? Comment s'organisent ces observateurs pour suivre de près le déroulement des élections? Qu'est-ce qui ressort de l'observation sur le terrain le jour et après le déroulement du scrutin? Quel est le constat le plus marquant selon vous après la tenue du vote? C'est pour vous apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations posées et à bien d'autres que nous avons invité M. Kani Abdoulaye, qui est le coordinateur du collectif des organisations de droits de l'homme et de la démocratie. Bonjour, M. Abdoulaye. Bonjour. Nous avons également avec nous ce soir M. Al-Mustafa Moussa Ide, qui est commissaire au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, et également M. Michael Zodi, qui est coordinateur de l'organisation Tournons la page. Plus de 7,5 millions d'électeurs étaient inscrits sur la liste électorale pour exercer leur devoir électoral le 27 décembre dernier pour choisir leur futur président et aussi les représentants à l'hémicycle, et c'est pour un mandat de 5 ans. Après le vote, la Commission électorale nationale indépendante CENI est en pleine activité pour la proclamation des résultats. En ce moment, près de la moitié des communes sur les 266 communes que compte le Niger ont transmis leurs résultats à l'heure actuelle et celui de plusieurs autres communes est en cours de transmission. Alors, nous allons échanger par rapport à la question de l'observation électorale du 27 décembre dernier. Et pour débuter, nous allons demander à nos invités de nous expliquer quel est le rôle que jouent les observateurs dans un processus électoral. Et c'est à commencer par M. Kani Abdoulaye. Donc bonjour et merci de cette opportunité que vous nous offrez. Merci. Et vous souhaitez aussi une bonne année, une année de paix pour notre pays. Et dans un processus électoral, les observateurs ont un rôle important. Un rôle important parce que, comme leur nom l'indique, c'est d'observer, c'est d'aller voir. Et maintenant, on parle même du processus. Ça veut dire que depuis les préparatifs, même du fichier électoral jusqu'aux opérations de vote, c'est de voir comment ça se passe, que ce soit techniquement, que ce soit au niveau opérationnel, c'est-à-dire dans la mise en œuvre. Et au niveau des élections, c'est de voir est-ce que la loi électorale, c'est-à-dire le code électoral, est-ce que le code électoral est respecté dans le déroulement, c'est-à-dire que ce soit à l'ouverture, déroulement et le dépouillement des élections et de les compiler. Pourquoi ? Pour pouvoir faire à la fin
des recommandations, que ce soit à l'organe chargé de gérer le processus électoral ou à l'État, ou même les observateurs à travers leurs organisations, même si par ailleurs les observateurs, puisqu'appartenant à des organisations, très souvent à des organisations de la société civile ou des organisations internationales, au nom du principe du pacta servanda, qui veut dire que les pays qui acceptent de se mettre dans le cadre des organisations internationales l'acceptent. Donc, non pas une certaine autorité, une certaine emprise, mais font des observations, des recommandations qui, le plus souvent, si ces observations sont mises en œuvre après les élections, peuvent effectivement pallier aux insuffisances qui sont constatées sur le terrain. Voilà ce que je peux dire d'entrée. D'accord, merci. Nous avons compris que les observateurs partent sur le terrain pour observer, suivre de près le processus électoral et faire des recommandations pour qu'il y ait vraiment une crédibilité du processus électoral. Donc nous allons poursuivre avec Michael Zodi cette fois-ci pour nous dire quel élément d'apport a-t-il apporté par rapport à ce rôle des observateurs dans le processus électoral et surtout de nous dire quelle est l'importance de cette observation du processus. Eh bien, merci le studio Kalangu. Je profite aussi pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année. Plein de succès, plein de paix pour le Niger. L'observation électorale, comme son nom l'indique, c'est une sorte d'œil extérieur qui regarde qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que l'organe chargé des élections est en train de faire pour pallier au problème. Et à la fin, il y a un rapport. C'est-à-dire vous pouvez partir sur le terrain, constater les faits, mais vous n'avez pas un mot à dire. Vous n'agissez pas. Mais à la fin, vous pouvez faire un rapport. Dans ce rapport, effectivement, vous consignez tout ce que vous avez constaté. Et l'observation, elle est très importante pour une bonne démocratie, parce que l'observation permet de juger de la crédibilité, de la transparence des processus électoraux. D'accord, merci M. Michael Zodi, coordinateur de l'organisation Tournons la page au Niger. Nous allons également à présent écouter M. Al-Mustafa Moussaïdi, qui est commissaire au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. Dites-nous, nous avons constaté que la commission, la CNDH, participe également dans ce processus électoral. Quel est le rôle particulier que joue la CNDH? Bismillahirrahmanirrahim. Merci M. Al-Mustafa, mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de joindre ma voix à celle de mes prédécesseurs pour souhaiter bonne année à l'ensemble du personnel du studio Kalangu et vraiment vous encourager dans ce que vous faites, que cette année soit une année de nouvelles perspectives pour vous et pour nous tous. Et ceci étant, comme vous l'avez dit, la Commission nationale des droits humains, au vu de sa mission, que la Constitution et même la loi organique, a une obligation de s'intéresser au processus électoral. C'est ainsi que dès le 10 février 2020, la CNDH a mis en place un comité pour préparer sa participation au niveau du processus électoral. Comme Michael a eu à le dire, effectivement, quand vous prenez le processus électoral, il a des étapes. La phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Donc, c'est ainsi que, au niveau de la phase préélectorale, la CNDH, à travers le comité qu'il a mis en place pour préparer sa participation. Et quel est ce comité C'était un comité constitué un comité chargé de préparer la participation de la CNDH au processus électoral. Et je vais venir dans les attributions de ce comité-là. Donc, ce comité était effectivement dirigé par la vice-présidente. Il y avait des commissaires, il y avait des cadres. Donc, a eu à faire vraiment une note conceptuelle de toute la participation de la CNDH. Ainsi, ce comité a eu à observer d'abord la phase de l'enrôlement. Et il vous souviendra qu'en tout cas, Studio Kalangu a eu même à
diffuser les constats que la CNDH a eu à faire. Bien entendu, avant la diffusion, nous avons rencontré le président de la CENI pour que tous les manquements qui ont été constatés pendant cette phase d'enrôlement soient corrigés. Dans ce même comité, le même comité a prévu aussi la mise en place d'un comité de sages qui est composé de personnalités connues pour leur probité, qui ont eu à rencontrer les différents parties prenantes au processus électoral, c'est-à-dire les partis politiques, les ministères en charge des élections, en tout cas toutes les parties prenantes, et mener des séances de sensibilisation pour effectivement afin qu'on puisse assister à des élections apaisées. Maintenant, nous sommes tombés dans cette phase électorale où, grâce à l'appui des organisations de la société civile, les centrales syndicales, les enseignants-chercheurs, presque toutes les couches socio-professionnelles ont appuyé la CNDH à travers la mise à disposition des ressources humaines pour pouvoir observer effectivement le processus. Et c'est ainsi que la CNDH a eu à déployer sur le terrain 530 observateurs qui ont observé 2650 bureaux de vote et ont assisté à 530 dépouillements au niveau du bureau de vote. D'accord. Donc, et si tout va bien, et présentement, peut-être ce soir, les conclusions vont être portées comme il l'a dit, il y a des déclarations préliminaires. Et hier, le président a animé un petit point de presse pour dire le constat. Aujourd'hui, la déclaration finale sera rendue publique à partir de 16h30. D'accord, merci. De façon résumée, voilà, avant qu'on aille rentrer dans les détails. D'accord, merci M. Al-Mustafa Moussaïdé de la CNDH. Nous allons, avant de parler concrètement de ce que les observateurs ont eu à faire pendant le processus, surtout le déroulement du vote, le jour du 27 décembre, demander à Michael Zodi de nous dire, on a constaté également la présence des observateurs internationaux. Quel est le rôle particulier? Est-ce le même rôle qu'ils jouent ou bien il y a une particularité qui les distingue? Les observateurs internationaux aussi jouent le même rôle que nous. Ils nous viennent en appui. Parce qu'en dehors de nous, au niveau local, effectivement, il y a des institutions telles que la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et d'autres organisations internationales qui envoient des yeux extérieurs. On considère que ce sont des yeux extérieurs que nous. Parce qu'aujourd'hui, je connais Kani me connaît, je connais Al-Mustafa, on peut dire que bon, peut-être qu'on peut voir quelque chose et puis dire que nous avons parti pris. Mais les yeux extérieurs, autres que nous, viendront de l'autre côté pour crédibiliser encore l'observation. D'accord, nous avons compris. Donc les observateurs électoraux, ils ont le même rôle que les observateurs au niveau national et surtout ils apportent une certaine crédibilité à l'observation. Donc à présent, nous allons parler de l'étendue de la couverture des observateurs et les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer dans le cadre de cette observation. L'étendue de la couverture des observations, sachant que le Niger est un pays qui a une superficie de 1 267 000 km² et qui est composé de 8 régions et de 266 communes qui sont réparties sur son vaste territoire. Nous aimerions savoir comment vos structures respectives se sont déployées pour couvrir ce processus en cours et autour duquel il y a eu plusieurs enjeux, dont entre autres première alternance démocratique et prolifération des partis politiques. Monsieur Kani Abdoulaye, dites-nous comment votre structure s'était déployée pour pouvoir couvrir ce processus. Donc, j'ai pu vous dire que le code, dans le cadre de l'observation, était en consortium avec OANEP Niger et 10 autres organisations de la société civile au niveau national avec l'appui financier de l'Union européenne. Et nous avons déployé au niveau de notre cellule de veille 350 observateurs, dont
150 qui concernent uniquement, comme je l'ai dit, dans le cadre du processus électoral apaisé. Et il y a 200 observatrices qui, elles, en dehors de ça, étaient aussi surtout concernées par le monitoring de la participation de la femme, dans le processus. Et c'est sur l'ensemble du territoire. Mais nous avons surtout priorisé souvent des zones que nous avons appelées des zones à risque. Parce que c'est quand même un processus. Et avant les élections, le processus était déjà sur place avec des moniteurs terrain qui étaient chargés de monitorer effectivement le processus et qui faisaient remonter les informations pour que nous puissions savoir, par exemple, au niveau des régions, où est-ce qu'il y a de problèmes, où est-ce que des problèmes peuvent surgir. Nous avons mis en place 3 chambres. Il y a ce qu'on appelle la chambre de collecte, c'est-à-dire cette chambre de collecte, elle est là, elle est en relation directe avec les observateurs terrain qui envoient des informations, et on a par exemple ce qu'on appelle des fiches d'incident. Quand il y a un incident par exemple constaté à un niveau, on nous envoie directement la fiche au niveau de la salle de la chambre de collecte. Après cette chambre de collecte, il y a ce qu'on appelle la chambre d'analyse. Tout ce qui est recueilli au niveau de la chambre de collecte est analysé par une chambre d'analyse. Après la chambre d'analyse, il y a ce qu'on appelle la chambre de décideurs. C'est là-bas que les décisions se prennent par rapport à tout ce qui a été constaté. Il y a eu effectivement beaucoup de défis parce que quand vous prenez aujourd'hui, nous avons parlé par exemple de l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des localités dans lesquelles la bande passante est très faible. L'Internet ne fonctionne pas. Ça, c'est des défis. Il y a des zones, nous avons surtout priorisé des zones d'insécurité. Quand vous prenez une zone d'insécurité, quand vous prenez rien que par exemple à Makolondi, il y a eu, on a enlevé, il y a eu un enlèvement comment on appelle ça, des membres effectivement de bureau de vote. Heureusement, dispositions avaient été prises très rapidement où ils se sont ravisés, ils les ont lâchés, puis ils sont partis avec le chauffeur, puis ils ont lâché le chauffeur, après ils ont même abandonné. D'accord, donc voyez-vous, tout ça là, les questions de sécurité étaient quand même des défis. Les questions aussi d'Internet étaient aussi des défis, parce que aujourd'hui, quand même, c'est rentré dans notre quotidien. D'accord, donc merci M. Kani Abdoulaye. Nous allons revenir en profondeur pour parler de tous ces défis et difficultés constatées dans le cadre de l'observation électorale du 27 décembre dernier. Nous allons à présent écouter Al-Mustafa Moussa Ide, qui est commissaire au niveau de la CNDH. Vous avez déployé plus de 530 observateurs. Donc dites-nous comment vous étiez organisé pour créer les conditions d'assurer l'observation sur l'étendue du territoire national, sachant que le Niger est un pays vaste avec 1 267 000 km². Par rapport à ces élections, le comité a effectivement réfléchi parce qu'au début, l'ambition c'était de déployer 1830. Mais face aux difficultés, surtout des moyens, cela n'a pas été possible. Il faut dire nos observateurs, la CNDH ne dispose pas de ressources, nos observateurs viennent des organisations de la société civile. Et la particularité de cette année, on a exigé on a pris des critères. Il faut avoir une expérience électorale. Quand vous prenez les organisations de la société civile, telles que le code, tournons la page, en tout cas, ils ont l'expérience. Ensuite, et avoir un minimum le niveau bac. Et là, à ce niveau, nous avons écrit aux différents recteurs des universités au niveau des régions qui nous ont donné qui ont mis à notre disposition des étudiants et en même temps les organisations de la société civile. Au niveau de cette région, à l'exception de Niamey, c'était 50.
Et pourquoi à l'exception de Niamey? Bon, parce que Niamey, c'est là, et Niamey, on a pris à peu près les 200 et quelques. Malheureusement, il y a eu des difficultés dans la mise en œuvre, parce qu'au moment où les associations au plan national nous envoient les désignations, et au niveau régional aussi, nos antennes prenaient des observateurs. Donc voilà, entre autres, quelques difficultés qu'on a eues. Et comme nous avons des chefs d'antenne, les chefs d'antenne et un commissaire se sont déplacés au niveau de chaque région pour assurer effectivement la formation avant de les redéployer sur le terrain. Et à Niamey, la commission nationale, à travers effectivement le secrétariat général, a assuré la formation de 200 autres là. Mais les difficultés, vous savez, notre pays traverse une période d'insécurité où il y a l'état d'urgence. Avec la non-utilisation des motos, cela a été vraiment des difficultés, de sorte que c'était des véhicules qui avaient été loués et la consigne était que les véhicules, aucun observateur ne doit dépasser plus de 50 km du chef-lieu de la région. Et, dans certains départements, ce sont des magistrats qu'on a eus qui se sont portés volontaires pour être des observateurs. Donc, la fiche qui a été conçue pour ça leur a été envoyée. Voilà la stratégie que la CNDH a mis en place pour avoir tous ces observateurs. C'est vraiment le lieu de remercier les organisations de la société civile, le SAMAN, le syndicat des enseignants-chercheurs, les recteurs des universités et vraiment les organisations féminines qui ont en tout cas doté la CNDH de ces ressources humaines qui lui a permis de déployer les 530 observateurs. Maintenant, peut-être pour maintenant, il y a effectivement le centre de monitoring du cycle électoral qui a été mis en place. Là, la CNDH a fait appel à un statisticien de l'INS qui nous a aidé à concevoir l'outil qui a été renseigné et pour que nous puissions sortir, parce que vous savez, il y a eu des recommandations lors des différentes rencontres des INDH pour que les INDH travaillent avec l'Institut national des statistiques afin qu'on puisse intégrer les données statistiques dans le cadre effectivement de la promotion des droits humains. C'est cette recommandation que nous avons mis en œuvre en faisant venir un ingénieur statisticien que l'INS a bien voulu mettre à notre position et aujourd'hui il est en train de traiter en tout cas toutes les 2650 fiches. C'est hier qu'on a reçu les fiches de la dernière région qui était de Maradi parce que le véhicule avait eu une panne. Donc on a pu finir ça. Sinon, dès hier, on allait rendre public notre déclaration. Voilà de façon résumée la stratégie que la commission a mis en place. Maintenant, il faut dire que qui nous a appuyés, c'est d'abord la CENI. Et comme vous savez, le président de la CNDH est le président de l'association francophone des CNDH, des INDH, AFCNDH. Donc, à travers effectivement ce canal, la CNDH a eu aussi l'appui financier de l'OIF. D'accord, donc merci monsieur Al-Mustafa Moussaïdé. Nous allons à présent écouter Michael Zodi pour qu'il nous dise également à leur niveau comment ça s'est passé et quel commentaire a-t-il à faire par rapport à cette question surtout d'insécurité qui constitue en tout cas selon les interventions l'une des difficultés majeures constatées dans ce processus. Je voudrais un peu avant de répondre, parler un peu du rôle de la société civile. Au fait, il faudrait comprendre que dans le processus électoral, la société civile a deux rôles. Il y a le premier rôle qui est la sensibilisation pour des élections apaisées. Donc ça n'a rien à voir avec l'observation. Donc il y a aussi l'observation. Fort heureusement, Almoul a dit qu'ils ont reçu l'appui de l'OIF et d'autres institutions, et aussi Kani l'a dit. À notre niveau, nous n'avons pas reçu d'appui, mais tout ce qu'on a eu à faire, c'est sur fonds propres. Tout ce travail qu'on a eu à faire, c'est dû à l'engagement de nos camarades et la conviction de nos camarades qu'on a pu faire ce travail-là. D'abord, il faut reconnaître que notre organisation n'est pas une organisation locale et localisée à Niamey. Nous avons créé durant 3 années de travail à créer les conditions pour que dans chaque région, nous avons une coordination.
dans chaque département, les 47 départements sont couverts actuellement par nos coordinations départementales. En dehors de ça, nous avons attaqué les communes. Actuellement, nous avons 74 communes où nous avons des coordinations. Les communes là où nous n'avons pas de coordination, nous avons créé les conditions pour avoir des points focaux qui sont dans les communes. Donc, le déploiement nous est, vous constaterez avec moi que le déploiement nous est très facile pour que avec les représentations. Avec les représentations, pour que nous puissions couvrir l'étendue du territoire. Nous avons d'abord, de façon formelle, puis il faut comprendre qu'il y a eu une lenteur au niveau de la CENI. Sinon normalement, l'accréditation des organisations devrait se faire avant, dès le début même, dès l'installation de la CENI, pour permettre aux organisations d'observer l'enrôlement et tous les travaux de la CENI. Mais ils ne l'ont pas fait. Et les locales, ils ne l'ont pas fait. Il a fallu qu'il y ait une petite intercation entre la société civile et la CENI pour qu'ils puissent nous donner des accréditations juste pour observer les élections présidentielles et législatives. Mais il faudrait comprendre, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont, parce que nous avons d'abord fait le monitoring du code électoral, le processus en tant que tel, le code électoral, la mise en place de la CENI. Nous avons même fait sortir un rapport par rapport à cette question-là. Donc, où nous demandons aux citoyens nigériens, aux politiciens, à tout le monde, un dialogue national pour des élections apaisées. Par rapport à l'enrôlement aussi, nous avons fait sortir un rapport où dans ce rapport-là, nous avons dit que les standards internationaux ne veulent pas que 5% des Nigériens se fassent enrôler par témoignage. Dès que vous dépassez les 5%, le fichier, je ne peux pas dire que le fichier n'est pas crédible, mais la crédibilité du fichier reste à désirer. Donc, tout ça là, nous avons soulevé ça. Et jusqu'à quand on a reçu l'accréditation de la CENI, la CENI nous a accrédité à travers notre organisation qui s'appelle OPEL, c'est l'Observatoire du processus électoral. Qui regroupe plusieurs autres organisations. Maintenant, nous avons pu avoir 500 barges. Ces 500 observateurs se sont déployés. On ne les avait pas pris ici à Niamey. Toutes les régions ont envoyé des listes. Ces 500 observateurs accrédités par la CENI sont appuyés par les coordinations au niveau local. Donc, ils ont fait un travail vraiment gigantesque parce que j'ai ma voiture, je mets mon carburant, je reste au niveau de mon bureau de vote, j'observe. Je me déplace pour voir ce qui se passe, j'observe. En dehors de ça, on a fait une innovation. Nous allons mis à la disposition de tous les citoyens un numéro, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par appel direct, que ce soit par messagerie, que tout citoyen qui constate une irrégularité quelque part dans un coin reculé du Niger puisse nous saisir directement. Et nous avons reçu l'appel de 2640 citoyens nigériens pour nous faire cas des irrégularités constatées. Après l'appel, la force qu'on a, c'est-à-dire, on ne prend pas l'appel comme argent comptant. Déjà, nos coordinations qui sont sur place, il y a une équipe Situation Room qu'on a ici, qui est saisie de l'affaire et qui appelle la coordination au niveau local pour leur demander d'aller vérifier la véracité de l'information avant de prendre en compte. Je vous prends un exemple pour mon cas. Moi, j'ai supervisé le département de Filengue. J'étais dans le département de Filengue quand il y a eu, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, un peu partout, les gens ont parlé de cette situation de Loga, où on a dit qu'il y a 5000 bulletins qui se sont volatilisés, où il y a eu perte d'une, deux ans. Malgré que notre coordination départementale de Loga nous a fait le rapport de ce qui s'est passé, je me suis détaché de Filengue pour aller à Loga pour constater le président de la CENI nous a fait cas
que tout se passe très bien, c'est juste les réseaux sociaux. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer l'enquête. Et effectivement, nous avons reçu l'information que ce n'est pas 5000 bulletins qui ont disparu, mais 1000 bulletins. La question qu'on s'était posée, c'est à quelle fin, pour savoir quelle serait l'utilisation de ces bulletins-là. Donc, il faut un peu regarder, faire le tour des bureaux de vote pour constater. Et effectivement, les gens pensaient qu'ils peuvent percer le processus. Mais très malheureusement pour eux, et heureusement pour le peuple nigérien, le bulletin doit être signé par les assassins. Un assassin qui est dans le bureau de vote. Même si vous venez avec le bulletin de vote, vous ne pouvez pas voter parce qu'il n'y a pas la signature. Même si vous mettez ça dans l'urne, c'est nul parce que ce n'est pas authentifié. Maintenant, après analyse, nous avons constaté, parce qu'on était resté encore. Nous allons revenir peut-être pour parler de constats. C'est pour vous dire que et nous avons pu traiter toutes les informations reçues et nous avons fait une déclaration préliminaire. Les difficultés, effectivement, il y en a. Le manque de ressources financières, c'est une difficulté chez nous parce que nous n'en avons pas, nous n'avons pas reçu de financement. Et dans les zones d'insécurité, effectivement, comme on nous l'a dit, quand nous avons reçu des informations, le déplacement de la coordination pour aller dans ces zones d'insécurité nous posait problème. Et surtout, moi je ne parlerai pas des zones d'insécurité, mais je parle des zones nomades. C'est là où nous avons rencontré énormément de difficultés, parce que l'insécurité, ce n'est même pas les bandits armés, ce n'est même pas les terroristes. Ce sont des militants des partis politiques qui possédaient des armes et qui s'imposaient. Donc, sincèrement, aujourd'hui, nous avons notre mot à dire par rapport à tout ce qui s'est passé sur toute l'étendue du territoire national. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons observé les 26 000 bureaux de vote, mais nous avons une vue générale de tout ce qui s'est passé. D'accord, merci. Nous allons revenir en profondeur pour parler de ce qui s'est passé concrètement le jour du 27 décembre, ce qui a été observé sur le terrain. Avant peut-être de venir à là, nous allons demander à Kani Abdoulaye de nous dire comment eux, à leur niveau, ils ont déployé les moyens, comment ils ont eu les moyens pouvant leur permettre d'observer le processus. Puisque, à écouter Michael Zodi, il dit que c'était sur fonds propres qu'eux, ils ont quand même tout couvert. Oui, comme je le disais, c'est sur le financement de l'Union européenne. Donc, le WANEP, qui est une organisation sous-régionale, avait soumis au niveau de l'Union européenne et avait été sélectionné. Maintenant, étant entendu que c'était au Niger, c'était comme une sorte de guichet. Donc, il fallait que des organisations de la société civile au niveau local aussi puissent soumissionner et être sélectionnées. C'est ainsi que, par exemple, le Code a soumissionné au niveau de ces guichets et a été sélectionné comme partenaire de mise en œuvre de ce projet. Et le projet avait quand même, c'est pour tout le suivi du processus, tout le processus électoral. D'abord, a quand même, avant, mis en place, comme je l'ai dit, des moniteurs terrain qui étaient en train de monitorer le processus électoral sur le terrain. A mis en place ce qu'on appelle un ERG, c'est-à-dire le groupe, un groupe de réflexion, un groupe de réponse aux violences électorales et groupe dans lequel d'ailleurs est représentée la Commission nationale de droits humains et d'autres et les organisations de la société civile qui sont partenaires de mise en œuvre dans ce projet. D'accord, merci monsieur Kani Abdoulaye. Nous allons à présent écouter monsieur Al-Mustafa Moussa Ide, qui est de la CNDH. Vous avez suivi de près le processus électoral et comme nous sommes peut-être presque même à la fin de notre émission, nous aimerions savoir quels étaient les résultats de votre observation, quels sont les constats que vous avez aujourd'hui, quels commentaires vous à faire par rapport au processus du 27 décembre. Et, avant de répondre effectivement à cette question, il faut rappeler le jour du 27. Effectivement, la CNDH, à travers deux de ses pôles, le pôle stratégique et le pôle technique, on a fait de l'observation interactive
le coordonnateur de Tournons la page, il a dit tout à l'heure. Effectivement, le rapporteur général qui était le responsable de pôle stratégique avait élu domicile effectivement au niveau de la commission. Et la CNDH, à travers même les organisations de la société civile, a eu toutes ces informations. Et comme il a dit, nous avons le cas pathétique de Loga. La CNDH avait directement saisi le secrétaire général de la préfecture de Loga, qui nous a passé le CB. On a eu toutes les informations. On a vérifié et qui confirme ce que Michael vient de dire. Et ensuite, le rapporteur général a appelé le président pour dire voilà ce qui est en train de passer à Logo. Le président étant à Bonkoukou a pu joindre effectivement le président de la CENI, le vice-président, parce que le président à l'époque était un peu souffrant par rapport à cette information-là. Maintenant, quand on a eu toutes les informations, on nous a rassuré que vraiment c'est réglé. C'était aussi le cas de rupture des bulletins présidentiels au niveau de la région de Tilaberi, où nous avons eu l'information aussi à travers aussi les organisations de la... Vraiment, il y avait une interaction entre la CNDH et les organisations de la CNDH et la CENI pour vraiment trouver des solutions à tous ces problèmes. Et l'autre problème qu'on a vécu dans certaines localités, on voulait empêcher aux observateurs de voter parce que quand tu es observateur, tu es détenteur de ta carte d'électeur. La loi, le code électoral, la loi électorale t'autorise à voter partout où tu es. Et ça, c'est difficulté aussi, et grâce à cet observateur interactif entre la CNDH et la CENI, on a pu vraiment les régler. C'est pour dire qu'effectivement, la CENI doit compter sur les organisations de la société civile pour pallier à beaucoup d'insuffisances. Je pense que c'est la recommandation forte qui ressort en tout cas des actions des organisations de la société civile. Maintenant, par rapport aux questions... je pense commentaire qu'on peut faire par rapport au développement. Je m'abstiens de faire des commentaires parce que je ne suis pas la personne habilitée à le faire. Il y a la CNDH va rendre public, Inch'Allah, ce soir à partir de 16h30. Les conclusions là, la personne habilitée à faire le commentaire va le faire parce que je n'ai pas ce droit-là de rentrer dans ce détail-là. D'accord, merci monsieur. Vous me comprendrez. Merci monsieur Al-Mustafa Moussa Ide, de commissaire au niveau de la CNDH. Nous allons à présent écouter Michael Zodi, qui est coordinateur au niveau de l'organisation Tournons la page. Vous avez transmis un numéro à travers lequel vous avez reçu beaucoup d'appels, vous avez été sur le terrain, vous avez déployé près de 500 observateurs qui ont fait des constats lors des élections passées le 27 décembre. Dites-nous un peu de manière résumée quel est le commentaire qu'on peut faire par rapport au processus qui est en cours et quels sont les constats véritables qui ressortent de vos observations. D'abord, permettez-moi de profiter de votre micro, de saluer la maturité du peuple nigérien. Il faut reconnaître, quoi qu'on dira, que le peuple nigérien est sorti, comme le disaient les Hausa, d'Apipi, dans le calme et dans la sérénité. C'est vrai, il y a eu quelques violences déclarées un peu partout, mais négligeables. On considère que le peuple nigérien est à féliciter. Et il faut aussi reconnaître que la CENI n'a pas pris en compte ou bien en considération les observations qu'on a eu à faire, les erreurs des élections locales. C'est-à-dire le retard, la logistique a failli. Le retard a été encore constaté durant ces élections-là. Certains bureaux de vote, jusque-là, je ne sais pas si la CENI a pris un arrêté pour reconduire le vote. Il y a certains bureaux de vote qui n'ont pas ouvert. Est-ce qu'ils sont négligeables ou bien c'est beaucoup de bureaux de vote? Non, priver un citoyen de son droit, c'est beaucoup. Ce n'est pas à négliger. C'est un peu partout le constat. En dehors de ça, la logistique a failli parce que la rupture des bulletins de vote que nous avons constatée, c'est ciblé, c'est des zones ciblées. Ça, il faut le dire.
Tillabéri, il y a eu le rupture des bulletins de vote. Le cas de Loga, même c'est après qu'on avait compris, c'est pour créer les conditions d'une rupture des bulletins de vote. Parce que déjà, quand on était chez le président, certains bureaux de vote étaient venus pour dire que il y a des bureaux de vote qui ont fermé à Tillabéri déjà à 15h parce qu'il n'y a pas de bulletins. Faute de bulletins. Et l'engouement était là. Donc, là aussi, il faut comprendre que nous avons un taux de participation un peu élevé par rapport à toutes les élections passées. Et l'achat de conscience, dans toutes les régions, nous l'avons constaté. Et c'est de façon flagrante. Nous ne pouvons pas comprendre, au moment où la campagne électorale est fermée et clôturée, que des militants des partis politiques sortaient jusque dans les bureaux de vote avec l'effigie, la couleur des partis politiques. Et qui sont surtout ces partis politiques ou bien aujourd'hui qui a le pouvoir. C'est le parti au pouvoir. C'est ce parti qu'on a constaté un peu partout dans les bureaux de vote avec l'effigie, avec des véhicules administratifs. L'utilisation des moyens de l'État a été constatée. Moi, je vous prends un exemple là où j'ai été. Le ministre de l'Intérieur, il est ressortissant du canton de Imanan, de la commune d'Imanan. Il était sorti avec l'armada, je dis bien des 12-7, des policiers. Ça influence le vote et ça crée les conditions de perturber même les gens qui étaient dans la queue. Et donc, pour vous dire que les moyens étatiques ont été utilisés à outrance. Dans les zones nomades, le braquage d'urnes, nous l'avons constaté. Et pour vous dire que je prends le cas de Belbéji. Merci, nous sommes presque à la fin de... Non, vous m'avez dit... Bon. D'accord, allez-y alors, nous sommes presque à la fin de... Donc, le cas de Belbéji, là, je ne dirais pas que c'est le parti au pouvoir, mais des militants de notre parti ont braqué le parti au pouvoir avec des armes. Donc, c'est pour vous dire que dans les zones nomades, ce n'est plus le vote. C'est juste les gens remplissent les PV. Et actuellement, nous continuons à recevoir des appels par rapport à la remontée des résultats où il y a eu des endroits de falsification des PV. Ça aussi, nous allons rendre ça public. Sinon, dans l'ensemble, on considère que le vote s'est déroulé dans le calme et dans la sécurité. D'accord, merci M. Michael Zoud, coordinateur de l'organisation Tournoi La Page. M. Kani Abdullah, dites-nous un mot à titre d'appel à l'endroit de tous les Nigériens par rapport à ce processus, puisque nous sommes... Je pense que si j'ai un appel à lancer, c'est vraiment de remercier de fond de cœur le peuple nigérien. Parce que il y a des gens qui ont parié même que ces élections n'allaient pas avoir lieu. Les élections ont eu lieu aujourd'hui dans le calme. Et il a dit un aspect très important, le taux de participation très élevé. Les citoyens sont partis voter et dans le calme. C'est vrai qu'il y a eu par-ci par-là des violences, mais qui sont significatives, qui ne sont pas insignifiantes, et qui sont insignifiantes, effectivement, qui sont négligeables. Et au finish, c'est le peuple qui a gagné, de mon point de vue. Je pense que le peuple doit continuer dans cet élan pour la construction de la paix, pour la construction de notre pays. D'accord. Le mot de la fin, merci. Comme ils l'ont dit, retient que le peuple nigérien croit à la démocratie. Nous demandons à nos leaders politiques de respecter ce peuple-là. Et à la CENI, aux institutions, tous ceux qui ont une part de responsabilité, vraiment d'assumer les leurs. Parce qu'il y va de la crédibilité. C'est l'occasion aussi sincèrement, de remercier les organisations de la société civile, les médias qui ont su aussi diffuser des messages allant dans le sens de cette mobilisation-là et de cette réussite-là. Et je pense que nous devons maintenir le cap. Et Inch'Allah, nous assistons à des lendemains meilleurs dans ce pays. D'accord, merci M. Al-Mustafa Moussaïdé, commissaire au niveau de la CNDH. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du Studio Kalangou, qui nous a permis d'échanger sur la question des élections législatives couplées au présidentiel premier tour au Niger, notamment les résultats des observations électorales, analyses et perspectives. En espérant que le forum vous a permis d'avoir
d'avoir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez quotidiennement. Nous vous disons merci pour votre fidélité au programme du Studio Kalangu qui sont diffusés à travers nos 46 radios partenaires et depuis le mois d'octobre sur 6 télévisions partenaires dont 5 à Niamey et 1 à Zender. Nous étions dans ce forum en compagnie de Kani Abdoulaye, coordinateur du Code, collectif des droits de l'homme et de la démocratie, de M. Al-Mustafa Moussaïdé, commissaire au niveau de la CNDH, et de Michael Zodi, qui est coordinateur de l'organisation Tournons la page. Présentation Bakim Batour Al-Mustafa, régie technique Aminatou, réalisation vidéo Adama Dawaki. Merci et à bientôt pour un autre forum sur les thématiques d'actualité.